bienvenue dans cet épisode spécial des histoires de la crypte. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à 5 histoires un peu plus longues que d'habitude, tirées du r/ Let's Not Meet. Merci à tous pour votre soutien. Et comme d'habitude, n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner. La boutique de glace. Quand j'avais environ 11 ou 12 ans, j'avais une amie qui s'appelait Marie. La famille de Marie avait un terrain qui leur servait d'emplacement de camping dans un bois à environ 2 heures de notre ville natale, et ils passaient tous les étés à vivre là-bas dans leur caravane. Cet été-là, j'ai pu aller séjourner avec eux pendant une semaine, et nous étions enthousiastes à l'idée de passer notre temps à explorer la forêt. Le dernier soir où j'étais là-bas, nous avons décidé d'aller à la boutique de crème glacée près du lac, juste avant la fermeture. Il était encore tôt dans la soirée à ce moment-là, le jour commençait à peine à décliner. Le chemin que nous avons emprunté décrivait une courte pente juste à côté de la route principale, séparée d'elle par 3 mètres de broussailles. De l'autre côté se trouvait la forêt. Alors que nous marchions, sans voir personne sur le chemin devant ou derrière nous, nous entendons soudainement un bruit de froissement et de craquement de branches, similaire au bruit qu'un cerf pourrait faire en se déplaçant dans les bois. Puis nous entendons des bruits de pas. Marie jette un coup d'œil en arrière, puis attrape soudainement mon bras et me dit à voix basse de ne pas regarder derrière nous. En même temps, les bruits de pas s'arrêtent. Je ne sais pas pourquoi je n'ai pas regardé en arrière. Je suppose que je pouvais sentir la peur très réelle dans sa voix et j'ai choisi de l'écouter. Nous commençons toutes les deux à paniquer, ressentant cette sensation comme lorsque vous montez rapidement les escaliers après avoir éteint la lumière du sous-sol. Nous accélérons autant que possible sans nous mettre à courir, sachant que la boutique de glace est à seulement 1 minute de marche. Le chemin se termine et nous arrivons sur le parking. Soudain, Marie me dirige brusquement vers la gauche, en direction du lac et de la location de bateaux, au lieu de continuer tout droit vers la boutique de glace. Je la suis en silence. Marie est clairement en train de paniquer à ce stade. Nous regardons toutes les deux autour de nous, mais nous ne voyons rien. Marie se dirige vers la location de bateaux et nous prend un kayak, puis nous montons à bord et nous commençons à pagailler au milieu du lac. Alors que nous sommes sur le kayak, elle me dit qu'il y avait un homme derrière nous et que l'homme a arrêté de courir vers nous quand Marie l'a regardé. Il portait un long manteau noir avec la capuche relevée malgré le fait que nous étions au milieu du mois de juillet. Il avait un sourire terrible sur le visage et elle jurait qu'au moment où il a arrêté de courir, elle l'a vu ranger quelque chose de brillant dans son manteau. Il semblait être sorti des buissons après que nous soyons passés devant lui. Nous atteignons le centre du lac et nous arrêtons de pagayer. Je sors mon téléphone portable que mes parents m'avaient heureusement donné au cas où. Je le tends à Marie et je lui dis d'appeler ses parents pour venir nous chercher. Pendant que le téléphone sonne, je la vois regarder par-dessus mon épaule vers le rivage et devenir toute pâle, levant une main pour me montrer ce qu'elle voit. Je me retourne et l'homme était là, rôdant le long du chemin qui faisait le tour du lac en nous fixant. Nous restons au milieu du lac et nous le regardons faire 2 tours complets, sans jamais détourner les yeux. Puis il a disparu. Il a fallu plusieurs appels pour joindre sa famille. Nous étions en panique alors que le soleil baissait de plus en plus. Nous avons finalement réussi à faire venir quelqu'un pour nous chercher, mais quand nous avons atteint le rivage, il faisait quasiment nuit. Je ne sais pas ce que nous aurions fait si nous n'avions pas pu appeler quelqu'un pour qu'on vienne nous chercher. Avec le recul, je ne sais pas pourquoi nous ne sommes pas simplement allés à la boutique de glace et demandé de l'aide à un adulte. Mais ça a marché, nous sommes rentrés sains et sauves et nous n'avons heureusement plus jamais revu cet homme. La petite amie psychopathe. Il y a un peu plus de 4 ans, j'ai commencé à travailler dans un entrepôt dans la petite ville dont je suis originaire. Depuis, j'ai quitté mon travail après que ma santé a commencé à se détériorer. J'ai été diagnostiqué avec un stress post-traumatique et une anxiété sévère à la suite de la situation que je m'apprête à vous raconter. Ce qui est certain, c'est que depuis ce travail, je fais beaucoup plus attention à mes fréquentations. J'ai commencé ce travail le 1er avril 2018 et je n'avais pas d'attente particulièrement élevée. Tout ce que je voulais, c'était faire mon travail, être payé et rentrer chez moi, car j'avais 2 enfants à la maison et beaucoup de choses à faire. Le travail n'était pas difficile et il payait plutôt bien compte tenu de ce que nous faisions, donc je ne pouvais vraiment pas me plaindre. J'ai travaillé de nuit pendant environ 5 mois, puis je suis passé en journée. Pendant que je travaillais de nuit, je restais principalement seul, jusqu'au jour où j'ai rencontré quelqu'un d'une des lignes de production avec qui j'ai entamé une conversation. Pour préserver l'anonymat, nous l'appellerons Jeff. Eh bien, Jeff était un type plutôt sympa et nous avions beaucoup de choses en commun. Ce soir-là, je suis rentré chez moi et je l'ai ajouté sur Facebook. À partir de là, nous avons commencé à parler davantage jusqu'à ce qu'il me propose de nous voir en dehors du travail.
et c'est ce que nous avons fait assez fréquemment. Nous étions amis depuis un bon mois à ce stade, et un jour, il a décidé de me présenter à sa copine. Elle semblait plutôt sympa au début, super gentille, agréable, alors j'étais cool avec elle. J'ai continué à traîner avec Jeff quand mes enfants étaient avec ma mère et que j'avais un peu de temps libre. Un jour, nous discutions dans un restaurant et il a commencé à se confier à moi. Il m'a dit « Mec, elle est vraiment odieuse parfois. L'autre jour, j'ai oublié de sortir les poubelles et elle a menacé de me poignarder si je le faisais pas. Je n'ai jamais été dans une relation où quelqu'un m'a menacé. Mais elle a un bon fond, mec. » Quand il m'a dit ça, j'étais inquiet bien sûr, mais nous n'étions amis que depuis un mois et j'ai pensé que peut-être il faisait de l'humour, alors j'ai ri. Il m'a regardé très sérieusement et il a dit « Je ne plaisante pas, elle a vraiment fait ça. » J'ai commencé à sérieusement m'inquiéter. 8 mois plus tard, ils étaient toujours ensemble et nous nous voyions tous assez régulièrement. J'avais oublié l'histoire des poubelles. Un jour, nous parlions tous ensemble et il semblait un peu bizarre ce jour-là, alors je lui ai demandé ce qui n'allait pas. Sa copine était là. Il a esquissé un sourire en disant « Rien mec, je suis juste un peu fatigué. » Mais il ne me regardait pas, il la regardait elle quand j'ai posé la question. Le lendemain, quand nous sommes allés travailler, je lui ai demandé à nouveau s'il allait bien. Il m'a dit « Tu promets de garder ça entre nous ?» Bien sûr, j'ai accepté. Il m'a dit qu'il avait voulu la quitter et qu'elle avait un peu pété les plombs. Il m'a dit qu'elle avait pris son pistolet et l'avait pointé sur lui en disant « Si je ne peux pas t'avoir, alors personne ne le pourra. » Il m'a dit qu'il avait désamorcé la situation et qu'il cherchait maintenant un moyen de sortir de là. Ne sachant pas vraiment quoi dire, je lui ai simplement dit « Tu vas trouver une solution, mec. Si tu as besoin d'un endroit où aller, tu peux venir chez moi en attendant. » Avançons encore d'un an. Il a enfin décidé de la quitter. Quand il l'a fait, elle a de nouveau pété les plombs. Cette fois, par prudence, il lui a dit par SMS. Elle a dit qu'elle allait le trouver et le tuer. Il était en congé ce jour-là. Il m'a envoyé un message en disant « Hey, préviens-moi si elle vient me chercher au travail. » Ça m'a paru étrange car je n'avais aucune idée de ce qui était en train de se passer. Quelques heures plus tard, elle est effectivement venue sur notre lieu de travail et m'a demandé où il était. J'ai répondu « Aucune idée. Je pensais qu'il était avec toi et que vous étiez partis en ville ou quelque chose comme ça. » Elle est repartie sans dire un mot. J'ai appelé Jeff et je lui ai dit qu'elle était passée. Il a appelé la police. Ils l'ont trouvée un peu plus loin avec une arme chargée dans la voiture. 2 mois plus tard, il a finalement décidé de lui reparler. Puis il m'a appelé, il avait quelque chose à me dire. Il m'a demandé si j'avais vu son ex et j'ai dit que je ne l'avais pas vue. Il m'a dit « Je prendrais quelques jours de congé si j'étais toi. » Perplexe, je lui ai demandé pourquoi. Il m'a répondu « Parce qu'elle est sortie de prison et que ses cousins et elle sont en ville en train de chercher les gens avec qui elle a des comptes personnels à régler, et tuer l'un d'entre eux. » À ce moment-là, j'étais terrifié. J'ai pris mes enfants et je suis parti voir de la famille. J'ai pris 2 semaines de congé. Le lendemain, je me suis rendu compte que ses cousins et elle étaient allés dans la ville voisine et avaient tiré sur 3 personnes dans un appartement et les avaient tuées. J'ai appris la nouvelle le lendemain de l'incident. La raison pour laquelle Jeff savait qu'ils en avaient après moi, c'est parce qu'ils avaient créé un groupe sur Facebook dont il faisait partie pour l'intimider. Pas très malin de mettre ça par écrit, je sais. Ils l'avaient menacé et ils avaient envoyé une liste de noms. Les 3 premiers noms sur cette liste étaient les personnes qu'ils avaient tuées. Le 4e nom de la liste, c'était le mien. Ils ont tous été inculpés pour assassinat, notamment grâce aux captures d'écran de Jeff. Depuis, je suis très prudent quant aux personnes que je fréquente, car même s'il connaissait le contexte de cette liste et les intentions de sa compagne, Jeff a décidé de ne pas en informer les autorités. Inutile de dire que nous ne sommes plus amis et que j'ai échappé de peu à une mort certaine. La femme au sac. J'ai toujours eu peur de la nuit. Pas tant de l'obscurité, mais de la nuit en elle-même. Enfant, mon imagination était envahie par des histoires de créatures qui prennent vie la nuit. Je n'avais jamais rien vécu pour étayer cette peur, jusqu'à une nuit où j'ai décidé d'accompagner un ami à un match de baseball. Je devais le ramener chez lui après le match. Ce soir-là, le match avait été prolongé, et le temps que mon ami rassemble ses affaires et que je le dépose chez lui, il faisait nuit noire. Il était presque 2 heures du matin. Tout se passait bien sur le chemin du retour, jusqu'à ce que j'atteigne un feu avant la rue qui menait chez moi. C'était une intersection en forme de T et je tournais à gauche. Le feu était très long, à tel point que je me suis demandé s'il était en panne. J'aurais pu griller le feu, vu qu'il n'y avait personne et qu'il était presque 2 heures du matin,
Mais plus tôt dans la semaine, j'avais entendu la phrase « Le caractère se révèle quand on pense être seul ». Pour une raison quelconque, c'était cette nuit-là que j'avais décidé de me prouver à moi-même que j'étais un citoyen honnête. Quelle erreur! Je me suis arrêté au feu quand j'ai eu la mauvaise idée de regarder par ma fenêtre à gauche et que j'ai remarqué une dame assise toute seule sur le banc d'un arrêt de bus. Nous avons eu un bref contact visuel et j'ai rapidement détourné les yeux. C'était trop tard. Je pouvais apercevoir un mouvement dans mon champ de vision périphérique et je savais qu'elle venait vers moi. J'ai regardé par la fenêtre et j'ai remarqué qu'elle tenait un sac. J'ai rapidement vérifié que mes portières étaient verrouillées et que toutes mes fenêtres étaient fermées. Ensuite, j'ai déplacé mon pied droit au-dessus de l'accélérateur, au cas où, et je me suis préparé à ce qui allait se passer. J'espérais que ce ne serait qu'un échange gênant, et je priais pour que le feu passe au vert avant qu'elle ne m'atteigne, pour que je puisse m'en aller. Elle s'est approchée de ma fenêtre, a posé son sac et a commencé à tapoter sur ma vitre. J'ai regardé nerveusement vers elle et elle m'a fait signe de baisser ma fenêtre. J'ai à peine baissé la vitre, de quelques centimètres, mais elle n'a pas semblé le remarquer ou s'en soucier. Elle s'est ensuite penchée et a commencé à me parler. Elle a dit « Mon petit ami m'a frappé, j'ai une amie qui habite dans la rue, vous pourriez me déposer ?» Je vais m'arrêter ici et donner une brève description physique de cette femme. Elle était clairement sans abri, petite et maigre, et je n'arrivais pas à lui donner un âge. Elle avait un visage buriné et fatigué. Tout ça pour dire que juste en la regardant, il était impossible de vérifier son histoire. Elle avait l'air malmenée par la vie, c'est sûr. Mais il y avait quelque chose dans sa manière de s'exprimer qui me donnait la chair de poule. Elle s'exprimait de manière robotique et semblait réciter son histoire, comme si elle était déconnectée du moment. Après une brève hésitation sur ce que je devais faire, je lui ai dit que je devais rentrer chez moi et que je ne pouvais pas la déposer, ce qui a été une grande erreur. Après mon premier refus, elle s'est penchée encore plus et a répété la même chose. « Mon petit ami m'a frappé, j'ai une amie qui habite dans la rue, vous pourriez me déposer ?» Cette fois, j'ai repris confiance et j'ai refusé à nouveau de la déposer. Je lui ai dit qu'on m'attendait et que je devais rentrer chez moi. Elle s'est penchée une troisième fois et elle a recommencé. Mon petit ami m'a... À ce moment-là, le feu est passé au vert. J'ai doucement relevé le pied de la pédale de frein et j'ai commencé à avancer lentement en m'excusant. Elle n'a pas bougé. Elle a juste regardé le feu, puis elle m'a regardé, s'est penchée encore plus près et elle a dit une phrase qui me hante depuis lors. « Tu as pris la bonne décision. » Puis elle a ramassé son sac et elle est retournée vers le banc. J'ai quitté l'intersection en faisant crisser les pneus et j'ai tremblé tout le long du chemin jusqu'à la maison. Je n'ai aucune idée de ce qu'elle avait prévu de faire, ou si des gens attendaient de sauter dans ma voiture depuis les buissons, mais cette rencontre me hante depuis lors, et ça a confirmé dans mon esprit que rien de bon n'arrive après la tombée de la nuit. Le sifflement. Il y a quelques années, j'étais stressé par l'université et la vie trépidante de la ville, alors j'ai décidé de passer un long week-end dans les bois à faire du camping sauvage, dans la forêt profonde, toute seule. C'était en plein hiver. Cela peut sembler inconscient, mais j'ai l'habitude de partir seul en randonnée. J'ai toujours détesté cette sensation de claustrophobie qui accompagne le fait d'être une femme en ville. Éviter tout contact visuel, ne pas marcher seule la nuit. Quand vous êtes une fille, seule dans les bois, vous êtes aux commandes. Vous êtes en sécurité, dans l'étreinte chaleureuse de votre propre liberté solitaire. Du moins, c'est ce que je pensais. Je me suis renseigné pour trouver une zone où le camping était autorisé, puis j'ai préparé mes affaires. Le lendemain, j'ai passé quelques heures sur la route, dans un environnement de plus en plus sauvage à mesure que je conduisais. J'ai garé ma voiture dans un fossé en bord de route et, avec une boussole et une carte, j'ai marché jusqu'à être à environ 2 km d'un bon endroit pour pêcher sur la glace. J'étais à au moins 6 km de la route. J'ai installé un campement discret dans une clairière, avec juste un petit trou dans la neige pour ma petite tente et mon petit feu de camp. Après quelques jours magnifiques à simplement randonner et me détendre autour du camp, j'ai entrepris le trajet jusqu'au lieu de pêche. Tout était dans un silence hivernal absolu. L'air était vif et les seuls signes que je n'étais pas seul au monde étaient les pépiments des oiseaux et les grondements très lointains des cascades à moitié gelées. Après environ 2 km de marche dans la neige, je suis arrivé exactement au lieu de pêche que j'avais repéré. J'ai percé un trou dans la fine couche de glace et j'ai commencé à pêcher. Ma première prise est venue rapidement. Après quelques semaines sous une surface gelée, les poissons ont faim. Je me sentais étrangement nerveuse, alors j'ai décidé de ne pas m'attarder et de nettoyer le poisson sur place, puis de le ramener directement au camp pour le cuisiner. J'ai rapidement réalisé que je n'étais pas très doué pour vider un poisson. Je me suis coupé la main et j'ai maudit mon manque de préparation. Quelque chose, une sorte d'instinct, me contrariait.
mais j'étais absorbé par ma tâche, me concentrant pour ne pas me blesser à nouveau. Une sorte de sifflement dans mes oreilles devenait de plus en plus insistant. J'ai réessayé de couper mon poisson, mais je n'arrivais pas à me concentrer avec ce sifflement. Frustré, j'ai crié « La ferme, d'accord ?» Puis un grand silence. Mon cœur s'est arrêté. J'étais tellement focalisé sur mon poisson que je m'étais habitué au bruit de fond et je n'avais pas réalisé à quel point ce son était inapproprié en pleine forêt. Le silence pesait sur moi alors que je me mettais à transpirer. La seule raison pour laquelle un être humain se serait aventuré aussi profondément dans les bois serait pour chasser. Et aucun chasseur ne se serait caché de cette manière. Si c'était un chasseur, il m'aurait sans doute répondu, il se serait peut-être signalé. Mais non, rien. Juste l'immobilité totale de la forêt. En essayant de me convaincre que je n'avais entendu que des gazouillis d'oiseaux, j'ai décidé que le poisson était une cause perdue. J'ai jeté mon matériel sur mon épaule et je suis retourné au camp. J'ai avancé péniblement dans les bois et à environ 500 mètres du camp, j'ai vu une grande masse émergeant de la neige. Méfiante mais attirée comme un papillon vers une flamme, j'ai avancé vers ce qui prenait forme à mesure que je m'approchais. Un énorme orignal, mort. Un trou béant remplaçait l'un de ses yeux, un impact de balle. J'ai ressenti une terreur intense, comme jamais auparavant. Et j'ai couru. J'ai couru aussi vite que j'ai pu. Dans la neige et les bois, tout se ressemblait. Je savais que je me dirigeais vers le sud, et je savais que j'avais dépassé le campement à l'est. J'ai pris la direction de la route, ralentissant finalement pour avancer péniblement, me calmant progressivement à la vue réconfortante de la forêt qui s'ouvrait pour laisser place à la route de campagne. J'ai regardé sur ma gauche et j'ai vu ma voiture à environ 50 mètres. J'ai marché jusqu'à elle et j'ai conduit pendant environ 20 km jusqu'au premier motel que j'ai trouvé. Je n'avais aucun de mes effets personnels et aucune idée de pourquoi j'avais tout simplement abandonné le campement comme ça. Ce n'est que lorsque j'étais assise à regarder la télé cette nuit-là que tout a commencé à prendre sens. Pourquoi le service de gestion des parcs naturels autoriserait-il le camping dans une forêt où ils autorisent la chasse ? L'orignal mort n'avait aucun sens. Pourquoi tuer un orignal à 6 km dans la forêt ? Comment pourriez-vous jamais le traîner jusqu'à la route ? Le lendemain matin, dans un état un peu paranoïaque, j'ai appelé le service de gestion des parcs naturels et décrit tout ce que j'avais vu et entendu à un garde forestier perplexe. Il semblait plus contrarié par la chasse illégale que par mes divagations de citadine folle. Il a dit qu'il voulait venir me chercher et que je le guide jusqu'à l'endroit où je pensais avoir vu l'orignal. J'ai dit que j'irais avec lui seulement s'il apportait un fusil. Il a soupiré d'exaspération et il m'a donné rendez-vous. Nous avons roulé dans les bois jusqu'à nous approcher le plus possible du cadavre. Nous sommes arrivés pour trouver une grande dépression dans la neige là où l'orignal se trouvait. Il y avait du sang partout. Il y avait aussi la trace distincte du cadavre qui avait été traîné. Les marques au sol dessinaient une empreinte lisse dans la neige, comme si le cadavre était sur une bâche. Le garde forestier a dit qu'il devait me ramener et qu'il irait chercher mes affaires. Il m'a demandé où se trouvait mon campement et j'ai indiqué la direction des traces de traînées. On aurait dit que lui aussi commençait à se sentir mal à l'aise. De retour à l'hôtel, j'ai lavé mes vêtements dans l'évier et j'ai préparé ma voiture pour rentrer chez moi le lendemain matin. Un numéro inconnu a appelé sur mon téléphone. C'était le garde forestier. L'orignal avait été traîné jusqu'à mon camp. Il a décrit la scène comme un énorme désordre. Il n'était pas sûr que ce soit un animal qui avait fait tout ce désordre, mais une chose était claire. Quelqu'un avait coupé ma tente avec un couteau. J'ai demandé s'il avait récupéré mes affaires. Il a simplement dit « Vous ne voulez pas les récupérer. Elles sont recouvertes de sang d'orignal. » Alors, que va-t-il se passer maintenant ? Eh bien, mademoiselle, nous allons simplement surveiller la zone et essayer de retrouver le type qui a fait ça. Je n'ai jamais rien entendu ni vu de tel auparavant. Je suis vraiment désolé que ça vous soit arrivé. Et c'était tout. Pas de conclusion, pas d'explication. Au fil des années, j'ai essayé de donner un sens à tout ça. Un chasseur qui avait besoin d'aide ? Un psychopathe dérangé cherchant à faire sa deuxième victime ? Je ne sais toujours pas pourquoi je n'ai pas entendu le coup de feu. Le sifflement est bien présent dans ma mémoire, mais était-il seulement réel ? En tout cas, une chose est sûre, je n'irai plus jamais seul dans les bois. Seul à la maison. C'était au milieu de l'été et mes parents étaient partis pour le week-end dans notre maison dans la péninsule de Cap Cod. C'est à environ 2 heures de route, alors ils n'étaient pas trop inquiets de me laisser seul pendant quelques jours. Ma mère avait préparé du porc effiloché et des pâtes pour que je puisse les réchauffer et les manger quand je voulais, et j'avais de l'argent si je voulais commander une pizza. Tout était en ordre.
La première nuit où j'étais seul, je suis resté éveillé jusqu'à 3 heures du matin à jouer à la Xbox et je me suis levé très tard le lendemain. Quand je me suis réveillé, j'ai regardé mon téléphone et j'ai vu qu'il était presque 13 heures. J'avais prévu de faire du sport avec mes amis à 15 heures, alors je suis sorti du lit et je me suis précipité sous la douche. J'étais dans la salle de bain quand j'ai entendu ma porte d'entrée s'ouvrir. La salle de bain est juste au-dessus des escaliers de la porte arrière et la porte fait un bruit assez fort lorsqu'elle s'ouvre et se ferme. Je me suis immédiatement figé car j'étais censé être seul. J'ai attendu environ 2 minutes à tendre l'oreille. Rien. J'ai pensé que c'était juste le vent, ou peut-être que mes parents étaient rentrés plus tôt que prévu, alors j'ai fini ma douche, enroulé ma serviette autour de moi et j'ai marché lentement vers le bas des escaliers pour aller voir. Même si la maison est vieille et que chaque marche des escaliers fait un grincement très fort, j'ai quand même pris mon temps et j'ai essayé d'être aussi silencieux que possible. J'ai probablement mis 45 secondes à descendre les 12 marches. Donc, quand je suis arrivé à l'avant-dernière marche juste au coin de la cuisine, j'ai pris une grande inspiration. Dans ma tête, je savais que j'étais idiot. Il n'y avait évidemment rien dans la cuisine, c'était probablement le vent qui avait fait ce bruit. Après m'être un peu réprimandé mentalement et m'être traité de poule mouillée, j'ai descendu les 2 dernières marches avant de tourner au coin de la cuisine. À environ 2 mètres de moi, au milieu de la cuisine, se trouvait un homme me regardant droit dans les yeux, parfaitement immobile, avec un énorme sourire sur son visage. Il me fixait. La chose dont je me souviens le plus distinctement, ce n'est pas son visage ou son sourire, mais ses bras. Il n'était pas simplement le long de son corps, il les tenait dans la position la plus étrange et anormale que j'ai jamais vue. Ils étaient là où on tiendrait normalement ses bras, mais il les avait tournés au point qu'ils étaient presque complètement inversés. Il se tenait dans la position la plus démoniaque et anormale que j'ai jamais vue. Honnêtement, je pense que j'ai presque fait une crise cardiaque à ce moment-là. Avec du recul, je réalise à quel point cette situation était foutrement flippante, mais sur le moment, je n'ai pas réfléchi. J'ai fait un pas vers lui et je l'ai frappé aussi fort que possible à la mâchoire, et il est tombé au sol. Dès que je l'ai frappé, j'ai filé à l'étage, laissant tomber ma serviette dans la cuisine, le cœur battant la chamade. J'ai carrément couru dans ma chambre et j'ai verrouillé la porte derrière moi. J'ai rapidement mis une chaise contre la poignée de la porte, comme on le voit à la télé. J'ai immédiatement composé le 911 et, presque en larmes, j'ai raconté à l'opérateur ce qui s'était passé en même temps que j'enfilais des vêtements. Alors que j'étais assis par terre dans ma chambre, pratiquement en position fétale, regardant la porte en priant pour qu'un flic arrive bientôt, j'ai remarqué qu'une ombre obscurcissait la lumière qui filtrait sous ma porte. Le type se tenait devant ma chambre. Il n'y a pas de mots pour décrire le sentiment que j'ai eu, j'étais paralysé de peur, tétanisé en regardant bouger l'ombre en bas de la porte. Je suis resté replié sur moi-même, fixant l'interstice, priant pour que l'homme s'en aille pendant ce qui semblait être une éternité. Pendant tout ce temps, l'opératrice du 911 demandait « Allô, monsieur, êtes-vous là ? Allô ?» Je ne voulais pas faire de bruit, et même si j'avais voulu répondre, je ne pense pas que j'aurais pu. Finalement, la lumière est revenue dans l'interstice et j'ai entendu des pas discrets faisant craquer le parquet alors qu'il marchait dans le couloir. Il y a eu un silence de plusieurs minutes alors que je restais là, recroquevillé, incapable de parler. J'ai entendu frapper à la porte d'entrée et les voix de 2 agents entrant dans ma maison. J'ai enfin eu l'impression d'être en sécurité, j'ai ouvert la porte de ma chambre. 2 agents de police se tenaient là, j'en ai presque pleuré. Aujourd'hui, mes parents ne me laissent même plus seul à la maison, Dieu merci, et je vérifie systématiquement que les portes de la maison sont bien fermées avant d'aller me coucher. Je fais encore des cauchemars de temps en temps, et mon cœur s'emballe parfois quand je repense à cet événement, mais je vais bien. Même avec le portrait robot que j'ai fait, la police n'a jamais retrouvé celui qui était dans ma maison. Ça me donne des frissons d'y penser, et à chaque fois que je regarde dehors, je m'attends à le voir debout de l'autre côté de la rue, souriant sous un réverbère. Je n'ai aucune idée de ce qu'il voulait ou qui il était, mais quoi qu'il en soit, j'espère ne plus jamais le revoir. Merci d'avoir suivi ces histoires de la crypte. Vous êtes plus de 500 à suivre la chaîne maintenant, et je vous en remercie, et je vous dis à très vite pour de nouvelles histoires.